Maud Jourdain, je suis médecin généraliste. J'ai été jusqu'à octobre dernier installée à la Chapelle-sur-Erdre. Et je suis ravie de vous apporter en fait ces éléments qui, moi, m'ont semblé indispensables en tant que médecin généraliste avec, en contact avec des jeunes adultes, enfin la population générale et en particulier de jeunes adultes susceptibles d'avoir des enfants. Et je suis ravie de vous partager avec vous ces informations en santé environnementale dans ce contexte. Et Stéphanie Tellier, je suis sage-femme au CHU Nantes, animatrice des ateliers santé nesting et diplômée comme mode en santé environnementale des universités de Bordeaux et de Poitiers. Voilà, et donc on œuvre toutes les deux et tous les trois avec le docteur Bertrand Isidore sur ce sujet sur le territoire. Voilà. Eh bien, donc on vous propose d'aborder cette notion de santé environnementale adaptée au contexte de la santé préconceptionnelle, qui est vraiment un niveau d'action qui émerge, qui est voilà, particulièrement important actuellement. Et il y a la Haute Autorité de Santé, je ne sais pas si certains l'ont vu passer, qui a été saisie pour faire une actualisation des recommandations qui est de 2009, une actualisation des recommandations euh, à venir là, qui est en cours de rédaction et à venir dans le courant de l'année. Donc on va être ensemble à peu près 1 heure et on a décidé de fonctionner avec un Whoop Clap pour que ce soit un petit peu interactif. Et si vous voulez bien, on va essayer de se garder 5-10 minutes à la fin pour avoir un temps d'échange pour répondre à vos questions. Euh, donc, on va commencer d'emblée par aussi, pardon, euh, voilà, pardon. Voilà, nous savons que vous êtes à la fois des sages-femmes et des médecins généralistes, mais pour avoir un peu la proportion, si vous pouvez répondre à ce questionnaire. Alors, hop, il faut que vous ayez accès euh, au, au QR code pour vous connecter au sondage. Ah, Bah, ça y est. voilà. Ah bah voilà, en fait, vous l'aviez dans le chat, hein, c'est ça en fait. C'est ce qui a permis de. Donc on a une majorité de sages-femmes, hein. Ah bah non, faut attendre un petit peu. Oui, pour l'instant, peu de participants ont réussi à se connecter. Vous avez le lien dans le chat. On vous laisse un petit peu de temps de vous connecter parce que on aura justement, on va essayer de le faire sur le mode le plus interactif possible. Donc c'est bien si tout le monde peut accéder au lien. Ok, ok. Donc voilà, vous avez répondu. Donc on a une majorité de sages-femmes, mais ça joue quand même un peu. Donc vous êtes 6 sages-femmes et 5 médecins généralistes. Ok. Donc voilà, on voit tous des gens, des personnes en situation préconceptionnelle, mais nos pratiques peuvent être un peu différentes. Alors, très gênant. Et toujours pour mieux vous connaître, est-ce que vous pouvez nous préciser en quel type de structure vous exercez? Entre un cabinet qui soit que monoprofessionnel, pluripro, et après les structures coordonnées formalisées, MSP ou ESP type CLAP concernant notre région. Ok. Ok, parfait. Ok, donc des structures pluripro, mais finalement aussi monopro et des structures formalisées
en MSP. Alors, c'est important cette dimension parce qu'en fait, vraiment, tout le monde est concerné et si le discours est cohérent, c'est aidant. C'est une thématique très transversale, la santé environnementale et préconceptionnelle. Alors, toujours par rapport à vos pratiques, mais plus focus sur la santé préconceptionnelle, est-ce que vous pouvez nous dire si vous réalisez des consultations préconceptionnelles formalisées? Hop, on attend un petit peu. Donc, on a des participants à ce webinaire quand même sensibilisés parce que c'est très régulièrement ou parfois, alors que quand même, globalement, dans la littérature, ces consultations préconceptionnelles sont très largement sous-utilisées, sont sous-réalisées par rapport à l'enjeu de santé, même par les professionnels sensibilisés. Est-ce que vous pouvez nous dire maintenant, pour ceux qui la réalisent ou même ceux qui la réalisent pas, hein, ça pourrait être une explication, si vous vous sentez à l'aise avec cette consultation, si vous vous sentez vraiment avoir tous les éléments du contenu nécessaires pour la réaliser sereinement et de façon vraiment intégrée dans vos pratiques de façon routinière. Ok. Oui, pardon, le 1 étant je ne me sens pas du tout à l'aise et le 5 parfaitement à l'aise. Ok. Donc certains et certaines se sentent très à l'aise et globalement à l'aise. Euh, ok. Hop. Alors, donc, euh, c'est, c'est comme je vous disais, les consultations préconceptionnelles sont quand même sous-utilisées. Alors, sur des données qui dataient de 2016, seulement 35% des femmes en avaient bénéficié. Et Stéphanie a dirigé un mémoire de sage-femme qui permet d'actualiser ces données pour notre région, en tout cas pour autour de Nantes. Je te laisse. Oui, sur un échantillon de 133 patientes femmes enceintes interrogées, un peu moins de la moitié avaient bénéficié de cette consultation. Donc ça a l'air d'être mieux. Après, bien sûr, l'échantillon est petit, mais bon, il reste encore beaucoup de femmes qui ne sont pas vues avant. Et c'est vrai qu'il reste toujours cette part de grossesse qui est non programmée, de l'ordre de 15-20%, qui sera peut-être jamais réductible. En tout cas, on a une marge de progression collective tous pour améliorer cet accès à la consultation préconceptionnelle. Et donc, on va aller dans le concret. Qu'est-ce que vous recommandez avant la grossesse? Hmm. Ok, bah oui. Ouais, donc oui, il y a 14 là, répondants. Donc effectivement, cette consultation préconceptionnelle, elle est hyper riche. Votre nuage de mots là le décrit bien. On a beaucoup, beaucoup de choses à voir dans cette consultation. Donc à la fois, je vois explication du cycle des données vraiment d'éducation globale, les toxiques, l'acide folique hein, qui apparaît vraiment d'emblée et au centre, et l'exposition au risque environnemental. En effet, la prévention, le bio, à la fois la maison. Je cherche notre point sur l'alimentation en particulier, l'aération. Ok. Bon, on va s'arrêter, mais effectivement, on va le voir. C'est une consultation très, très riche comme vous pouvez l'illustrer.
Vous avez des choses à On va partager peut-être aussi. pouvoir encore plus Voilà. enrichir aujourd'hui. Alors ça, c'est la recommandation de 2009, donc qui a été actualisée, mais qui d'emblée déjà a abordé tout ce que vous avez abordé, l'alimentation, l'activité physique, l'automédication, l'alcool, le tabac, les autres substances psychoactives, dont le cannabis, la recherche des situations de vulnérabilité. J'ai peut-être pas trop regardé, mais qui est pas ressorti trop là dans le nuage de mots. Et aussi la notion de pénibilité au travail, risque professionnel, que j'ai peut-être pas, qui m'a peut-être échappé, en tout cas qui n'est pas ressorti de façon flagrante, qui était déjà abordée en 2009 et qui effectivement est importante. Et qu'on va pouvoir réaborder sous l'angle des risques environnementaux, où il y a les expositions domestiques et également professionnelles à prendre en compte. Alors là, c'est pour vous évoquer rapidement un concept fondamental en santé environnementale. Vous avez peut-être déjà entendu le mot d'exposome. C'est vrai que c'est de plus en plus d'actualité de prendre en compte l'individu dans son environnement global. Et donc de prendre en compte son exposome interne, son exposome externe, qui est schématisé par les habitudes de vie, les comportements, notamment via l'alimentation et les expositions justement toxiques chimiques. Et puis après, l'individu dans son exposome externe, collectif, donc dans quel milieu vit cette personne, dans quelles conditions climatiques, etc. Mais bon, déjà en se mettant à l'échelle d'un individu qui vit en France, on a déjà beaucoup de facteurs à prendre en compte. Et donc, c'est comme ça maintenant qu'en santé environnementale, on veut prendre en charge l'individu. Et de là découle la notion de prévention, voire même de promotion de la santé, pour faire en sorte qu'il y ait moins possible de facteurs négatifs qui agissent sur l'individu et de favoriser tous les bons comportements vis-à-vis de la santé. Et donc, notamment pendant cette période préconceptionnelle. Et donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, encore une fois, à prendre en compte et beaucoup de conseils à donner. Donc c'est une consultation effectivement nécessairement longue et complexe. Alors bien sûr, juste pour compléter, il y a des choses sur lesquelles on ne va pas pouvoir faire grand-chose, mais il y a plein de déterminants sur lesquels l'individu peut être acteur et vous pouvez lui donner des clés pour qu'il agisse sur sa santé, notamment à cette période-là. Donc, un petit schéma toujours intéressant pour rappeler à quel point la première période de développement extrêmement précoce est fondamentale, avec notamment la première période de l'embryogénèse et de développement des organes. Et puis aussi rappeler que c'est le moment où le placenta s'implante dans l'utérus. Et donc tout ça se fait alors que même peut-être la femme n'est pas encore avisée de sa grossesse. Et donc là, on comprend, on se dit qu'il est évident de faire en sorte qu'au moment où arrive cet embryon, l'environnement soit déjà le plus favorable possible. Donc, vous comprenez bien l'idée que on veut essayer de vous faire passer aujourd'hui, c'est qu'il est vraiment extrêmement intéressant de travailler sur cette période en amont préconceptionnelle. Évidemment, bon, ça, c'est évident pour vous tous, ces 1000 premiers jours. Et donc, l'idée qu'on veut travailler même sur la période d'avant et peut-être valoriser encore plus en parlant des 100 jours qui précèdent les 1000 premiers jours. Déjà, ne serait-ce que pour que la femme puisse adapter, enfin identifier les expositions favorables et les moyens de les mettre en œuvre pour que ce soit prêt et actif dès les tout premiers jours de cette grossesse. Et maintenant, on a vu pour la femme déjà combien c'était complexe et vaste tout ce qui pouvait être proposé. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous recommandez aux hommes avant la grossesse? Ok, donc on a vraiment un auditoire très sensibilisé, parce qu'autant il n'y a pas grand-chose qui est fait en termes déjà de santé préconceptionnelle auprès des femmes. La plupart des publications parlent des santé préconceptionnelles auprès des femmes et l'homme est peu impliqué dans ses soins à ce moment-là.
Donc c'est vrai que quand on pense à tout ça, c'est sans doute faire en sorte que la fertilité soit la meilleure possible, mais finalement pas que. Et donc, effectivement, vous parlez d'activité physique, alimentation, les toxines, voilà. Et le mécanisme sous-jacent, effectivement, c'est pas que pour la fertilité, mais le risque reproductif plus largement, c'est-à-dire à la fois fertilité et risque de tératogénèse, d'embryogénèse, qui s'explique par la spermatogénèse. Des expositions environnementales vont affecter la production de spermatozoïdes, donc toute cette phase de spermatogénèse, et pouvoir contenir produire plutôt les expositions environnementales, des altérations épigénétiques, c'est-à-dire dans l'expression des gènes qui vont pouvoir après impacter la santé reproductive et le développement de l'embryon à venir. Donc, des expositions environnementales favorables, c'est un contenu épigénétique favorable pour le développement de la santé du futur enfant. D'où la période préconceptionnelle étendue aux 100 premiers jours, en plus des 1000 premiers jours, qui contient ces 3 mois de production des spermatozoïdes. D'où l'importance d'éviction des expositions à risque pendant cette période, pour la femme, mais également pour l'homme. Donc il y a de plus en plus de conclusions hein, là, qui montrent c'est ce qu'on vient de citer, et que la qualité de ces informations transmises au futur embryon est déterminante avec l'environnement aussi du père. Donc, en fait, ces consultations préconceptionnelles vont maintenant pouvoir intéresser les deux membres du couple. Avec déjà des recommandations des autorités de santé, hein, l'ANSM, donc en 2025, a publié une recommandation concernant les antiépileptiques, valproate et carbamazépine, en recommandant une interruption en cas de désir de grossesse pour les pères, donc avec un impact documenté. Également pour l'alcool, hop, là qui n'est pas là, mais pour l'alcool en février 2025 également, de la Haute Autorité de Santé qui recommandait cette diminution de l'exposition à l'alcool en période préconceptionnelle y compris. Alors, les mécanismes des polluants, on l'a vu un peu avec la notion d'épigénétique, elles sont diverses et multiples. Donc, il y a à la fois destruction directement des cellules, altération des gènes au niveau génétique, donc ça on connaît, et altération au niveau de l'épigénétique. Donc, l'épigénétique, c'est l'expression des gènes. Donc, à même potentiel génétique, on a une expression qui peut être favorisée ou inhibée par les facteurs environnementaux. Donc là, c'est quelque chose aussi qui peut être vu de façon positive parce que c'est des mécanismes qui peuvent être réversibles pour une part. Donc si on a des expositions favorables à un même terrain génétique, on peut impacter sa santé. Et un autre mécanisme qui agit à différents niveaux, donc au niveau de la gamétogenèse aussi, la placenta de l'utérus et au moment de la naissance, c'est tout ce qui va être régulation hormonale et on commence effectivement là à connaître tout ce qui est mécanisme de perturbation endocrinienne. Et c'est pas un mécanisme, une substance, un effet. Tout ça est vraiment euh, complexe et on peut avoir une exposition qui agit par plusieurs mécanismes et qui peut avoir plusieurs effets différents sur la santé parce que la génotoxicité peut induire plusieurs maladies différentes. D'où la complexité de cette notion de santé environnementale, hein, même pour nous professionnels de santé. Donc là, on va essayer aussi de vous proposer des mesures vraiment concrètes en termes finalement de synthèse, quelles mesures on peut proposer. Pour revenir sur la vitamine B9, on a vu hein, que c'était en 2009 déjà depuis longtemps et que ça reste toujours d'actualité. Puisque est-ce que vous avez une idée de quelle part des malformations pourrait être réduite avec l'utilisation de la vitamine B9 dans cette période préconceptionnelle pour les femmes? Ok, ben on va peut-être essayer voilà, d'aller vite.
En effet, enfin, les avis sont partagés, mais c'est bien 50% en fait hein, des malformations qui pourraient être réduites par l'utilisation de vitamine B9. Donc là aussi, dans cette perspective positive, on a vu il y a plein de facteurs sur lesquels il est utile de jouer, mais 50% déjà seraient réductibles par l'usage d'acide folique. Donc ça, c'est motivant pour nous professionnels de santé pour essayer de le transmettre aux patientes et d'améliorer cette couverture. Et dans ces 50%, la plupart sont des malformations du système nerveux central et de la face. Et donc voilà, on a vu que c'était important. Est-ce que vous avez une idée de la proportion de femmes qui prennent correctement cette vitamine B9 en situation préconceptionnelle? Ouais, ok. Donc c'est effectivement ça, c'est de l'ordre de, voilà, bon, de 30 à 40%. Alors c'est pareil sur des données toutes récentes. Stéphanie, si tu veux bien Oui, pareil sur indiquer. les derniers chiffres de l'étudiante sage-femme. Là, on est à un petit peu moins de 50%, donc c'est mieux que ce que montrait l'enquête nationale périnatale de 2016 aussi. On était à l'époque aux alentours de 35%. Donc voilà, entre 35% et la moitié des femmes qui prennent correctement cet acide folique. Donc l'idéal, hein, et malheureusement, il y a de plus en plus de patientes qui sont carencées en folate. Ça a doublé dans la population en moins de 10 ans. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir commencer au moins un mois avant la conception, donc évidemment dès l'arrêt de la contraception. Et pour avoir un dosage sanguin satisfaisant, on serait plus sur l'ordre de 2 mois de prise à 0,4 mg par jour, pardon, et ce jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée. Il y a quelques situations qui nécessitent enfin, un dosage supérieur. On vous a mis ça et monté à 5 mg par jour dans ces cas-là. Donc, notre prévention numéro un pour les risques de malformation. Excuse-moi, j'ai un petit peu enchaîné. Et donc, on a vu cette recommandation 2009, celle à venir, donc, mais on va un peu aborder au préalable ces recommandations. Et à votre avis, depuis 2009, qu'est-ce qui peut être proposé de nouveau comme mesure de prévention par rapport au risque de la reproduction? Pour repréciser, hein, il y a une question qui était posée, mais est-ce que c'est possible de les poser via le chat et on gardera un temps à la fin pour y répondre, si c'est possible? Ouais. Donc, oui, c'est une idée phare, les Mm. perturbateurs endocriniens. Même si, comme on vous a dit, là, c'est vrai que malheureusement, ces facteurs environnementaux ont plusieurs mécanismes d'action. Ils ne vont pas aller que perturber les hormones. Voilà, ils peuvent avoir des effets cancérigènes et d'autres effets qu'on va développer encore après. Donc, ces substances chimiques dans lesquelles on trouve notamment des effets perturbations endocriniennes, oui. Donc, ça va sans doute être voilà, rajouté aux recommandations de 2009. Après, il faut savoir donc que ces substances, on ne faut pas oublier qu'on va les retrouver dans l'environnement domestique et pas que. Voilà, et Et justement. voilà, la transition toute faite. Donc, il va falloir penser peut-être un petit peu plus aux expositions professionnelles dans l'environnement de l'individu. Et c'est vrai que bon, je vais à la maternité, hein, il y a peu de dossiers qui sont renseignés sur la profession des patients et il va falloir aussi s'interroger sur la profession du papa pour pouvoir l'orienter s'il le faut. Donc, est-ce que vous avez des idées de professions qui peuvent être à risque chimique pour la santé reproductive pour l'instant des femmes? Très bonnes idées déjà. Mhm. Alors, on voit bien ressortir hein, tout ce qui est en contact avec les pesticides. C'est vrai que c'est très d'actualité.
Et notamment sur la reproduction, on va le voir, hein, c'est clair. Coiffeuse, donc là, oui, pour d'autres composés, notamment du phénoxyéthanol, des conservateurs, les produits de coloration chimique, comme le résorcinol. Tout à fait. Les produits cosmétiques qui arrivent. Et puis les expositions dans les métiers du BTP, qui peuvent être tout à fait aussi chez les femmes. OK. Et donc, on avait la même question à vous poser par rapport justement aux hommes. Qui est quand même une nouveauté à venir, des mesures qu'on pourrait proposer maintenant depuis les connaissances qu'on a depuis 2009, hein. Effectivement, d'élargir cette consultation aux hommes. Donc, sur la santé reproductive globale, hein, pas que sur la fertilité finalement, mais Mm. Ouais, ok. Donc, globalement, effectivement, alors il y en a. Ouais, voilà, ça vient. les plastiques, très bonne idée de soulever ça. OK. Dans l'industrie automobile aussi, avec notamment les contacts cutanés avec des hydrocarbures. Oui. Voilà, donc en fait, vous avez su quand même, on a déjà des informations, hein, sur ces notions de profession à risque. Et qu'est-ce que vous faites en tant que professionnel de santé si vous soupçonnez justement une exposition à risque? Alors, entre prescrire un arrêt de travail, hein, je vous laisse voir, évoquer la bonne utilisation des moyens de protection collectifs individuels, adresser à un professionnel de santé au travail. Hmm. Ouais, effectivement, Valoriser. ouais. C'est ça, hein, complètement ça. Adresser la personne à un professionnel de santé au travail, euh, on, on le fait pas assez, hein, par rapport à cette connaissance, hein, qu'on a qu'il faut le faire, parce qu'effectivement, c'est ce professionnel qui va être le plus à même d'identifier vraiment les substances à risque, hein, ce qui est pas si simple à faire de notre côté, mais déjà d'identifier une profession à risque et après ce détail sera fait. Et en effet, évoquer nous, comme on peut le faire, de la bonne utilisation des moyens de protection collectifs et individuels, et surtout le faire par le professionnel de santé au travail qui pourra l'adapter plus précisément. Et quelles mesures plus généralement peuvent être proposées pour réduire les expositions vis-à-vis de la santé reproductive? Donc, l'utilisation des équipements de protection collectifs et individuels en milieu professionnel et à la maison, l'aération des espaces de vie, l'aménagement des conditions de travail en concertation avec ce professionnel de santé au travail, l'arrêt de travail ou la déclaration précoce de grossesse. OK. Donc, c'est effectivement tout ça, hein, tout ça qui peut être fait. L'aération, ça reste quelque chose de simple et qui est toujours valable. Je ne sais pas Au si vous départ. savez, hein, les espaces intérieurs sont 5 à 10 fois plus pollués que les espaces extérieurs. On est 80% de notre temps dans des espaces intérieurs. Donc, c'est un conseil de base facile, en effet. Mm. Voilà, on le répète, mais essentiel. Et que ce soit à la maison, mais aussi au travail. Voilà. Là, même sans être professionnel de santé au travail, vous pouvez vous permettre de recommander l'aération d'espace de vie. Vraiment, ça vaut le coup. Et effectivement, la déclaration précoce de grossesse, hein, que certains ont cité, c'est un outil vraiment qu'on a très concrètement. On va le voir par la suite. Et l'arrêt de travail qui reste en dernier recours parce que cette période préconceptionnelle, elle est large. Et donc là, il faut vraiment le voir en concertation avec le professionnel de santé, hein. C'est dans l'attente d'autres mesures. Et quand deviennent obligatoires les aménagements de poste pour la femme enceinte? Voilà, au vu des expositions physiques, chimiques ou pourquoi pas biologiques. Donc, quand est-ce que ça devient vraiment obligatoire, à votre avis?
C'est fou. Ah. Ouais, c'est ça, ça se dégage. Donc, c'est effectivement à partir de la déclaration de grossesse. D'où l'importance de cette déclaration la plus précoce possible, alors qu'il y aura d'autres paramètres à prendre en compte, mais celui-ci, il est important pour que puisse être mise en œuvre des mesures éventuelles et cette identification. Alors justement, pour vous parler d'un réseau national qui travaille sur toutes ces problématiques de risques environnementaux sur la santé reproductive, peut-être certains connaissent, ce sont les plateformes Prévenir, qui existent depuis, comme Bordeaux, déjà une dizaine d'années, où on reçoit, donc c'est des plateformes multidisciplinaires qui sont rattachées toujours à un centre de prévention d'exposition de risques professionnels. Et donc, on reçoit les couples, le recrutement, c'est les couples qui ont déjà subi des accidents de la reproduction, ou alors de l'infertilité, des fausses couches à répétition, diverses pathologies de la grossesse, des malformations, ou peut-être même toutes les pathologies de grossesse, comme à Bordeaux, où les personnes sont interrogées justement sur leurs expositions potentielles dans la vie de tous les jours et au travail. Et donc, à plusieurs professionnels de santé, on repère des expositions potentiellement à risque en se basant sur des registres nationaux, européens et internationaux, registres des substances chimiques. Et quand des expositions sont repérées, et ben, les personnes sont revues ensuite en consultation pour leur remettre des recommandations de prévention pour, euh, pour les grossesses suivantes. Donc, on n'est pas sur de la recherche de causalité, même s'il y a un gros travail épidémiologique qui est fait en règle générale sur certaines plateformes, notamment à Bordeaux, mais sur de la prévention secondaire, en fait, pour éviter un autre accident de la reproduction. Donc, voilà, il y a déjà du travail de fait là-dessus. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que normalement, à Nantes, va naître une nouvelle plateforme. Donc, vous pourrez, on espère, orienter vos patients qui sont dans ce cadre-là. Et comme donc vous l'avez compris, l'intérêt c'est d'agir le plus précocement possible et au stade vraiment le plus précoce possible, d'où l'importance des professionnels de santé libéraux de premier recours que vous êtes pour travailler en concertation avec ces plateformes Prévenir pour pouvoir agir en prévention primaire le plus possible. Voilà, Donc ça pour peut-être vous on a rappeler, vu. oui. Vous l'aurez en diapo justement, ce que Stéphanie vous expliquait de l'intérêt et du fonctionnement de ces plateformes. Et ça, je te laisse présenter cette diapo qui va synthétiser justement cette relation entre les substances, les effets et les contextes d'exposition. Et donc ça, c'est les grandes familles de substances chimiques qui sont déjà épinglées. Donc sur la santé en général des individus, mais elles peuvent être reprises en fait à tout moment de la vie. Les pesticides, les bisphénols qui sont décomposés notamment dans la synthèse des plastiques, les PFAS dont vous avez entendu parler aussi, différents conservateurs dont les parabènes, les éthers de glycol, les solvants, des composés polybromés ou retardateurs de flamme, des composés organiques volatiles représentés notamment par les formaldéhydes, et la grande famille des phtalates aussi, qui est un autre ingrédient des plastiques. Vous voyez dans quel type de produits on peut les retrouver. Et c'est vrai que malheureusement, ce sont des substances ubiquitaires qu'on retrouve beaucoup. L'idée, c'est de réduire le plus possible l'exposition à ces substances. Voilà. On ne peut pas tout enlever parce qu'il y a des choses malheureusement sur lesquelles c'est inévitable dans l'eau de boisson. Mais l'idée, c'est de limiter le plus possible. Et avec des mesures très concrètes quand on le sait. Alors c'est vrai que ça nous demande des connaissances presque industrielles. Mais par exemple, pour les retardateurs de flamme, ben voilà, on pourrait se dire que c'est quelque chose de pas diffusé. Mais par exemple, il y en a sur les sièges auto des enfants. De façon importante, hein, alors pour des raisons qu'on comprend. Mais la mesure qu'on peut proposer, bah, c'est de l'acheter très en avance, ce siège auto, pour qu'il puisse s'aérer et déjà dégager une bonne partie de ces substances nocives, quoi. Donc en identifiant bien où est-ce que ça peut se trouver, ce qu'on peut faire, il y a vraiment des mesures très concrètes. Ouais. Et donc, pour vous aider et aider les patients à repérer ces substances chimiques préoccupantes, vous avez l'affichage de base, qui est le règlement LCP, avec ses pictos de danger.
Et j'attire particulièrement votre attention sur le troisième en partant du bas, voilà, la tête et le tronc humain. Celui-ci veut dire cancérigène, mutagène, reprotoxique. Donc reprotoxique, on est bien dans cette période ou voilà, notamment dans la vie professionnelle, essayer de repérer éventuellement ces pictos sur les produits utilisés. Et puis ça peut être aussi à la maison, hein, on peut trouver, ou alors dans les petites activités de bricolage aussi, qu'on peut faire à la maison, dans des pièces plus ou moins bien aérées, vigilance sur cet étiquetage qui nous aide déjà. Et puis après, donc, si tu veux passer, vous avez l'autre base de données française là, dont on parlait tout à l'heure. Donc, on sert les plateformes Prévenir, la base de données Déméter, que vous pouvez trouver sur l'agence INRS, où vous avez substance par substance les études qui montrent les effets sur la santé reproductive. Donc là, cette base de données, elle est vraiment très complexe et à utiliser par les professionnels de la santé au travail. Mais voilà, nous, déjà, avec les grandes familles, identifiées pour orienter, pour qu'après, puisse y avoir cette analyse plus précise. Donc ça, c'est un autre petit flyer, peut-être que vous connaissez, qui est fait pour les risques d'exposition professionnelle pendant la grossesse. Mais on peut tout à fait, voilà, pourquoi pas le diffuser en amont lorsqu'il y a ce projet de grossesse. Donc, un principe qui reste globalement valide, c'est tout ce qu'on connaît déjà en prévention par rapport à la grossesse, c'est applicable en préconceptionnel et c'est applicable également pour l'homme. Donc, ça peut simplifier nos messages à la fois pour nous et pour les patients d'appliquer ces mesures-là globalement. Et donc là, on vous a remis un petit éventail justement des métiers à risque sur lesquels voilà, on peut tiquer, nous, en tant que professionnels de santé de premier recours, pour orienter les patients vers les médecins de santé au travail. Voilà, donc c'est uniquement exhaustif bien sûr, mais évidemment les pesticides, tout ce qui est pétrochimique et les solvants. Alors ça aussi, c'est peut-être un petit peu nouveau. Donc, c'est toutes ces substances qu'on trouve dans les produits ménagers. Et c'est vrai que malheureusement, les collègues là qui font du ménage, les ASH, les aides-soignantes qui sont en contact de ces produits détergents, désinfectants puissants, sont exposés aux solvants. Et les solvants, voilà, c'est bien documenté aussi de leurs effets sur la santé reproductive, tant chez la femme que d'ailleurs chez l'homme. Voilà. Donc voilà, des choses sur lesquelles vous pouvez déjà être interpellé. Et puis chez l'homme. Donc voilà, en profession et également à la maison, toujours pareil, la classique chambre avant l'arrivée du bébé à faire très très en amont. Donc plus largement que les substances chimiques, mais voilà, on vous a remis un petit rappel des composés indésirables et aussi une petite vigilance sur des produits qui sont de plus en plus utilisés chez l'homme jeune en ce moment. C'est les produits anabolisants pour augmenter tout ce qui est muscle et qui ont des effets là qui sont montrés à moyen voire long terme sur la fertilité. Donc sans parler aussi des drogues récréatives. Donc voilà, s'il y a moyen, au détour de certaines consultations, d'aller repérer ça et de passer quelques messages de prévention. Et avec quelques spécificités quand même, qui sont celles vraiment strictement de la spermatogenèse, avec la position assise prolongée, des sources de chaleur au niveau testiculaire et les vibrations là, qui sont en effet plus spécifiques chez l'homme. Et donc, pour certains composés qui sont plus ou moins persistants dans le corps, et notamment par exemple les phtalates, tout ce qui est plastique, tout ça, l'intérêt qu'il y a, c'est qu'en très peu de jours, c'est éliminé du corps. Donc là, on a vraiment une prévention qui est intéressante et efficace. En 48-72 heures, c'est éliminé de l'organisme et donc on peut avoir des effets très rapidement réversibles. Et lors de la spermatogénèse, c'est particulièrement intéressant. On peut gagner en termes de qualité de spermatozoïdes. D'où l'importance de l'orientation vers la médecine du travail. Et là, ça reprend finalement l'exposome qu'on vous avez présenté au début, mais pour le simplifier, là, dans la période préconceptionnelle, l'environnement, les habitudes, l'alimentation, tabac, l'alcool, la sédentarité, les expositions professionnelles en prenant en compte les agents physiques, chimiques, et un point aussi spécifique sur l'obésité qui a aussi des effets documentés avérés. Ça, c'était un petit exemple voilà, de substances à repérer, à identifier, donc plus ou moins, où on peut être plus ou moins modifiable. Voilà. C'est les hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Est-ce que vous pouvez, là aussi, une question sur, à votre avis, les maladies chroniques, elles peuvent trouver leur origine dans enfin, dans des expositions à quel moment de la vie? Entre l'âge adulte, l'enfance, in utero, avant la conception? Et vous savez que malheureusement, il y en a de plus en Ouais. plus. Et donc, si ben, on pouvait avoir des armes de prévention, ça pourrait être drôlement intéressant. D'ici 2050, la moitié de la population sera allergique, les asthmes augmentent, l'infertilité, les troubles du neurodéveloppement. Et donc, quand on parle pathologie chronique, c'est le diabète de type 2, l'obésité, les cancers. Et donc, effectivement, bah, les 4 réponses sont justes dans la mesure où tous les facteurs environnementaux agissent tout au long de la vie. Mais il y a des périodes clés où il y a tout un capital santé qui va être déterminé pour la suite de la vie. Et donc, ça, c'est la notion de la DOAD, en fait, où la plus grande sensibilité aux expositions environnementales, ça va être justement avant même la naissance. Donc, dans toute cette partie, avant la petite enfance, la période in utero, et même effectivement maintenant toute cette période préconceptionnelle, où donc ces informations vont être transmises, qui vont être déterminantes potentiellement de la santé du futur adulte en devenir. Donc, ça vaut le coup de mettre vraiment les moyens des expositions les plus favorables dans cette période vraiment courte pour toute la vie de la santé d'adulte. Parce qu'après, elle reste valable, mais ce qu'on pourra faire aura moins d'effet que ce qui a été fait vraiment très précocement. Ça, c'est un autre schéma voilà, qui vous dit la même chose pour expliquer la DOAD. Alors, on l'a dit, ces expositions nocives peuvent avoir des effets à court, notamment à court terme sur la fertilité, à moyen terme avec des pathologies de la grossesse, notamment liées au dysfonctionnement placentaire. Hein, donc, la période d'implantation du placenta et l'environnement à ce moment-là, c'est capital. Et donc, il y a des études qui montrent que, par exemple, l'exposition aux solvants ou aux pesticides peut générer des troubles de la placentation et avec tout ce qui survient après. Et puis un petit peu plus tard, à moyen terme, des troubles du neurodéveloppement chez l'enfant. Je peux passer. Ah bah non, ok, pas. Et puis à long terme sur la santé de l'individu adulte. Et donc ces substances, on a parlé des mécanismes épigénétiques, on a parlé des mécanismes de perturbation du système endocrinien, mais elles ont d'autres effets aussi possibles, et sur le métabolisme, le système immunitaire et le système nerveux. Alors, si on fait un focus sur l'alimentation, quelles recommandations essentielles vous transmettez? Bien sensibilisé à la problématique des Ouais. pesticides. Ouais. Ok. Donc, effectivement, l'ultra transformé oh, pardon. L'alimentation ultra transformée aussi dont vous parlez, hein, a montré des effets, notamment également en préconceptionnel chez l'homme, avec des effets documentés. Le biologique pour éviter l'exposition aux pesticides, en effet. Une alimentation moins occidentale globalement, diminuer la viande. On va peut-être reprendre la recommandation générale. Le fait maison, en effet, pour éviter l'ultra transformé. La part du végétal augmentée dans notre alimentation pour plusieurs mécanismes, mais celui du microbiote notamment. Les légumineuses qui sont à privilégier. Une diversification de l'alimentation, sans pesticides, donc bio privilégié. Avec aussi, quand on parle d'alimentation, il y a tout ce qui est un peu autour, les modes de cuisson doux qui vont préserver les qualités nutritives et tout. L'alimentation, elle permet vraiment d'aborder un peu toutes les expositions. Ça permet d'aborder la question des emballages plastiques à limiter, les contenants en verre à privilégier, les ustensiles aussi à limiter. Donc voilà, cette porte d'entrée de l'alimentation va permettre d'aborder beaucoup d'expositions parce qu'on sait que c'est quand même le facteur majeur de contamination sur lesquels on peut agir en plus de l'aération des espaces. Et pardon, les gros poissons aussi à limiter. Donc il y a des vertus des produits de la mer, mais les gros poissons sont à limiter du fait notamment de leur contenant en métaux lourds.
La boisson, je crois que vous l'avez abordé. Donc, privilégier la boisson de l'eau du robinet, parce que c'est plus contrôlé que l'eau en bouteille. Et souvent, l'eau en bouteille, elle est moins contrôlée. Et en plus, elle a les microplastiques. Donc, voilà, sauf exception, sauf cas particulier qu'on a pu avoir dans notre région, c'est vraiment l'eau du robinet à privilégier. Et ben, moins de produits sucrés aussi, vous l'aviez abordé, le sucre, je crois, dans vos propositions, la restriction des produits alimentaires, les céréales plutôt complètes mais bio, et limiter l'alcool. Et là aussi, dans les mesures concrètes, eh ben, on a des applications qui permettent de nous aider, qui sont très ludiques et accessibles pour les personnes. Donc, les applications Yuka qui sont connues, et puis d'autres, Open Food Fact et Siga que moi, je connais moins. Oui, et puis je vais rajouter quelque chose que j'ai oublié, là, c'est Nutri-Score, pour notamment Mm. les personnes à faible littératie en santé. Ben, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez conseiller aussi de très facile et très fiable, complètement reconnu. Alors, les données scientifiques sont insuffisantes pour recommander une alimentation biologique sur la santé. Là, on peut peut-être avancer parce que je crois que vous l'avez, voilà, pas mal dit dans vos propositions. En effet, non, on a suffisamment de données maintenant pour pouvoir recommander l'éviction des pesticides absolument pour la santé reproductive en général. Donc, c'est recommandé par Haut Comité de santé publique, hein, et il y a des recommandations qui l'ont dit, des études qui ont montré que la consommation de produits bio diminuait le risque de cancer. Ça, c'est les trucs Nutrinet Santé. Et puis, c'est deux rapports de l'INSERM, un premier de 2013 et un autre de 2021, sur voilà, les conséquences des pesticides sur la santé. Alors, c'est vrai que les pesticides, on peut contaminés de plusieurs façons, notamment par ingestion, hein, c'est la première façon d'en ingérer, mais aussi par voie cutanée. Et ça, c'est un gros problème pour les maraîchers et les fleuristes, hein. On a vu le cas pour cette jeune femme qui a perdu sa petite fille d'une leucémie. Elle était fleuriste et donc elle manipulait des fleurs et des pesticides tous les jours. Donc, il faut s'en protéger aussi par voie cutanée. Donc, les effets des pesticides sur la santé en période reproductive, c'est des leucémies qui ont été montrées, favoriser les tumeurs cérébrales, malformations type hypospad chez le petit garçon, des fentes labiopalatines chez les enfants. Voilà. Et on voit aussi, il y a une étude récente, une thèse, qui a montré des effets potentiels aussi sur les troubles d'implantation du placenta. Voilà. Donc c'est voilà, c'est vraiment documenté maintenant et donc vous faites bien de recommander le plus possible d'alimentation bio à vos patients. Et s'il y a un focus à faire, ce serait sans doute les fruits qui sont encore plus traités que les légumes et les céréales. Mais voilà, plus on aura de produits qui seront préservés des pesticides, mieux ce sera. Sinon, l'idée, c'est voilà, si la pomme n'est pas bio, de la frotter sous l'eau et d'éplucher la peau puisque c'est là où les molécules se concentrent le plus. Alors, à votre avis, est-ce que ces différentes interfaces sont des barrières contre les risques chimiques? Est-ce que le placenta est une barrière? Est-ce que la peau est une barrière? Et est-ce que l'œil peut permettre aussi la pénétration de ces substances dans l'organisme? Dans le sens un, c'est une barrière pas du tout efficace et à l'opposé, une barrière très efficace. Ouais. Ok. Donc effectivement, bah, notamment le placenta n'est pas du tout une barrière efficace et moins que ce qu'on pouvait croire. On a cette notion que ça peut l'être, mais en fait pas du tout. Et c'est l'étude F qui a montré en 2011 à quel point les femmes enceintes étaient imprégnées de ces grandes familles, encore toujours un peu les mêmes qu'on retrouve. Donc, c'est des mesures qui étaient faites dans les sangs de la mère, dans les urines et dans les sangs de cordon. Donc, voilà, pour dire bien que c'est passé chez le fœtus. Et donc, le nouveau-né naît déjà avec beaucoup de bisphénol et divers pesticides, malheureusement. Au niveau de la peau, ça aussi, c'est peut-être une idée à déconstruire. On pense pas, mais la peau est très perméable à toutes ces substances. Et le problème des cosmétiques, c'est que ça arrive très vite dans la circulation générale. Vous n'avez pas de métabolisme comme par les aliments qu'on ingère. Et donc, vigilance vraiment pendant cette période-là, peut-être conseiller le moins possible
de diminuer en tout cas le plus possible les cosmétiques et ne pas oublier les vernis, hein, parce que l'ongle aussi est extrêmement poreux, contrairement à ce qu'on peut penser. Et donc tout ça, si on l'utilise sur une grande surface, sans rinçage, plusieurs fois par jour, eh bien, ça pénètre dans le corps et ça arrive rapidement à la circulation sanguine. Et dans les faits, c'est pendant la grossesse, les femmes utilisent plus de produits cosmétiques. Donc, il y a vraiment une méconnaissance et une action là qu'on peut faire à ce niveau-là. Donc, on vous a mis les quelques labels que vous pouvez conseiller et on vous remettra ça après dans les sources d'outils pour conseiller aux patients. Donc, les bons labels pour les cosmétiques. Alors, les produits d'hygiène féminine, parce que voilà, c'est une autre source potentielle d'exposition. À votre avis, est-ce qu'elles sont sans danger? Effectivement, tant pis si tout le monde n'a pas répondu, on va aller assez vite. En effet, non, ces produits sont pas sans danger et c'est une source d'exposition particulièrement importante parce qu'elle est directement en contact avec les muqueuses. Donc, d'où l'importance aussi de pouvoir communiquer là aussi aux femmes ce moyen de protection en privilégiant les cups en particulier, quoi, qui vont pas avec la silicone médicale sans exposition chimique. Et pourquoi pas les culottes de règles aussi en alternative aux serviettes hygiéniques qui peuvent contenir avec le coton des pesticides et autres substances. Donc oui, pour la culotte de règles, bien sûr. Alors là, on va aborder cette notion des moyens d'action auprès des populations les moins favorisées ou les populations précaires. Est-ce que vous voyez des pistes pour communiquer ces moyens d'action auprès des populations les plus précaires? Ouais. Donc là, il reste que quelques minutes, donc tant pis si tout le monde n'a pas eu le temps de répondre. Donc en effet, hein, ça c'était important d'aborder ça, de faire attention à ne pas communiquer aux gens qui sont déjà sensibilisés, où ça va être beaucoup plus facile d'en parler, etc. Parce qu'il y a un gradient social aussi par rapport à ça, où les populations les plus vulnérables sont aussi les plus exposées. Donc à nous, professionnels de santé, d'essayer de diminuer un peu cette différence et de la compenser un peu. Et effectivement, les moyens, oui, adapter les messages, mais sans diminuer le message. Hein, c'est s'adapter à la communication, c'est pas moins communiquer. Utiliser un support visuel adapté sur lequel s'appuyer, oui, avec des outils qui sont estampillés, enfin, qui ont suivi le guide, facile à lire et à comprendre. Inviter à participer à des ateliers santé, oui, parce que ça va permettre d'utiliser le groupe et de pouvoir approfondir les choses qui sont peut-être moins faciles en individuel, ou en tout cas c'est complémentaire, et qui vont plus développer le pouvoir d'agir par les méthodes pédagogiques adaptées. Et orienter vers le site des 1000 premiers jours. Là, c'est le côté, il y a déjà beaucoup d'informations qui sont disponibles, même si tout le monde ne peut pas s'en saisir de la même façon, mais il y a beaucoup d'outils déjà faits qui permettent de ne pas nous prendre plus de temps, d'être faisable, d'orienter, même si ça ne va pas suffire, mais c'est déjà ça. Et donc voilà, là, on va accélérer, c'est ce qu'on avait dit, avec des messages clés aussi, par exemple, comme je vous ai dit, et ça, c'est l'expérience de Stéphanie dans ses ateliers. La porte d'entrée à l'alimentation permet d'aborder beaucoup de choses. Et le Nutri-Score, dont on vous avait parlé, qui va permettre, en fait, d'avoir des fois un message plus simplifié, mais de pouvoir répondre au niveau de littératie en santé. Donc, la capacité à entendre, comprendre et utiliser les informations en santé pour sa propre santé, celle de ses proches. Stéphanie, on va essayer de laisser du temps pour les questions. Ouais. Ah, vous avez un autre petit support là qui justifie le fait que mieux manger, c'est pas forcément dépenser plus. Ça a été fait par l'ADEME. Donc voilà, ça peut être aussi à disposition en salle d'attente pour donner les grandes recommandations qui ne coûtent pas plus cher pour bien manger. Est-ce qu'on a le temps de faire ça aussi? Alors, on va juste vous présenter peut-être un outil qu'on a conçu qui était dans cette perspective de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire très concrètement, même si on n'a pas
sans se censurer, de dire bah, je n'ai pas compris tous les mécanismes, etc. Mais comment recommander des choses? Eh ben, on vous propose cet outil, je ne sais pas si certaines le connaissent, pour justement synthétiser tout ce qui est vraiment documenté dans la littérature, qui peut être proposé d'emblée sous la forme de 9 petits encarts thématiques. Et donc, ce qui reprennent ce qu'on vous a dit hein, sur les applis qu'on peut recommander, la question de la santé au travail, l'activité physique, le stress, donc vraiment dans cette dimension exposome, et sur les produits, l'exposition aux produits chimiques, l'alimentation, mais dans sa dimension concrète de contact avec les aliments, les contenants, la qualité de l'air qui est loin d'être un détail qui est capital, les produits d'hygiène avec tout ce qui va être justement cosmétique, mais également les produits ménagers, le ménage, etc., de privilégier les effets mécaniques du ménage, la chaleur, et en limitant le plus possible les produits chimiques. Et puis les toxiques, bien sûr, qui sont abordés, l'acide folique également, qui est rappelé dans cet outil. Voilà, donc on a repris l'idée de l'exposo, mais on a voulu faire le recueil maximum de conseils qu'on pouvait donner aux personnes pendant cette période. Voilà, un petit rappel sur les ateliers santé qui existent un petit peu partout sur le territoire, dans les maternités maintenant, beaucoup quand même, dans les centres médico-sociaux. Et là aussi, on peut bien sûr envoyer ces patients, même en préconceptionnel. Enfin, pour ma part, au CHU Nantes, il n'y a aucune limitation, évidemment. Plus on aura ces conseils tôt, mieux ce sera. Et pour le flyer, c'est juste un outil qui doit permettre l'échange entre professionnels de santé et patients-patientes, pas juste à distribuer, parce que les flyers sont peu efficaces, ils sont juste distribués, mais l'outil, c'était vraiment d'en faire un support de communication pour vous, parce que ça reste quand même le mode de communication qui peut permettre de modifier les pratiques. Et qui est le plus plébiscité par les patientes en plus. Voilà, donc il y a le flyer avec un format assez restreint et vous avez une forme livret qui est liée avec un QR code qui est sur les flyers pour vous si vous voulez en savoir encore plus ou pour les patients très curieux. On va peut-être se laisser du temps pour les questions. Il reste un peu de temps. On a alors 3 petites questions. Donc déjà, où peut-on trouver le flyer que vous avez partagé? Ouais. On peut le trouver donc. Alors, il y a ce format PDF qu'on pourra envoyer. Okay. Après, via votre intermédiaire, oui, peut-être. Oui, hein, il peut être centralisé chez vous pour être diffusé. Oui, pour ceux vraiment qui n'ont pas les moyens de faire imprimer, on en a un petit stock au CHU de Nantes. Alors, ça serait difficile de vous les envoyer, mais pourquoi pas se donner rendez-vous pour les récupérer. Et j'en ai laissé un petit stock également là pour ceux qui viendraient aux missions qui pourraient en prendre. Et alors, il y en a une autre, ne vaut-il pas mieux prescrire de la vitamine B9 méthylée plutôt que l'acide folique qui n'est pas métabolisé en vitamine B9 active chez 40% des femmes? Pas de réponse. Ouais, alors j'ai connaissance du débat, mais effectivement, ça, je crois que c'est pas tranché. Et ça sera peut-être évoqué dans la nouvelle recommandation HAS, voilà, à venir. Donc voilà, peut-être qu'il y a mieux à faire, mais je n'en sais pas plus effectivement sur ce point-là non plus. Et j'en ai une dernière, c'est quand on parlait du bio, il y a une question, c'est quid du bio importé? Donc, c'était, je pense, sur des réglementations qui ne sont pas les mêmes selon les pays. Alors, c'est vrai qu'il y a des labels, et notamment le cahier des charges bio français et le cahier des charges de référence qui semble le plus intéressant par rapport au label européen. Donc, vous avez dans les petits labels là sur le flyer, vous avez la feuille qui est le label européen et donc le AB Bio qui est le label français. Donc, au mieux, c'est le AB français. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, en tout cas dans le chat. Voilà, n'hésitez pas, de toute façon, on vous enverra donc, tous les renseignements. Le replay sera également disponible par la suite. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On trouvera toujours un moyen de répondre à ces questions. Voilà. Et ben, si on n'a pas de questions, merci beaucoup en tout cas aux participants d'être restés pour cette heure de webinaire. Et nous ferons parvenir le replay par la suite. Il y a un petit questionnaire de... Oui, un petit questionnaire de satisfaction, pardon, qui vous sera envoyé voilà, juste après, voilà, si vous avez envie d'approfondir le sujet et sur quelle thématique. Voilà. Merci. Bonne journée.